Sous les néons crus du comptoir C28 de l'aéroport Marseille-Provence, un geste aussi soudain qu'inconcevable figea l'agitation ambiante. Sophie Lambert, agente d'embarquement à la mine arrogante, déchira un passeport français en deux, le brandissant comme un trophée avant de le laisser tomber sur le comptoir. Les regards médusés des passagers convergeaient envers la victime, Camille Ndiaye, une femme noire en tenue décontractée, dont l'apparence banale, un jogging gris, un sweatshirt usé de l'université Paris-Sorbonne et des baskets fatiguées, semblait avoir attisé le mépris de Sophie. Ce que cette dernière ignorait, c'était que Camille n'était pas une simple voyageuse. Inspectrice principale de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, elle achevait une mission secrète d'audit des protocoles de sécurité aérienne dans le cadre de l'opération Ciel Sûr. Ce qui avait débuté comme un acte de préjugé mesquin allait se transformer en un scandale retentissant, une tempête qui ébranlerait l'industrie aéronautique française et révélerait les failles d'une culture d'entreprise gangrenée par l'indifférence et la discrimination. Camille, âgée de 38 ans, portait sur ses épaules la fatigue d'une mission de 12 jours à Marseille, où elle avait scruté chaque détail des opérations aéroportuaires, incarnant tour à tour une touriste affolée, une femme d'affaires exigeante ou une passagère novice. Ce jour-là, elle ne souhaitait qu'une chose, rentrer à Paris, se fondre dans l'anonymat et savourer le confort d'un siège en première classe, une petite récompense après l'intensité de son travail. Son sac à dos, jeté sur une épaule, contenait un ordinateur portable, un roman à moitié lu et un dossier épais de conclusions préliminaires, des documents qui, bientôt, feraient trembler les cadres d'Air Horizon. L'aéroport Marseille-Provence vibrait d'une énergie chaotique, un mélange de grondements de valises à roulettes, d'Anstat nasillardes et de murmures de conversation. Camille naviguait dans ce flot humain avec l'aisance d'une habituée, ses yeux scrutant instinctivement les détails, une habitude d'enquêtrice impossible à désactiver. Au comptoir C28, où l'embarquement pour Paris-Orly devait commencer dans 15 minutes, une mosaïque de visages s'agitait, une famille aux 3 enfants turbulents bataillant avec leurs sacs, un groupe d'hommes d'affaires en costume bleu marine identiques s'échangeant des plaisanteries, un couple âgé partageant un sachet de bretzel avec une complicité tranquille. Et puis, il y avait Sophie Lambert, une femme d'une quarantaine d'années, blonde impeccablement coiffée, son badge indiquant son nom dans une police soignée. Sophie se mouvait avec une assurance théâtrale, ses doigts tapant sur le clavier avec une force exagérée, sa voix tranchante lorsqu'elle répondait aux questions des passagers. Camille, toujours observatrice, nota ces interactions. Une famille blanche s'approcha pour une question sur les sièges, Sophie se transforma en un modèle de courtoisie, appelant les enfants « mon chou » et rassurant les parents avec un sourire mielleux. Un homme d'origine maghrébine, la cinquantaine, demanda timidement si le vol était à l'heure. Sans lever les yeux de son écran, Sophie lança « Écoutez les annonces, monsieur, c'est pas compliqué. » Camille sentit une lassitude familière l'envahir. Ce qu'elle voyait était un cas classique de ce qu'elle appelait le « biais d'autorité ». Une personne en uniforme, investie d'un pouvoir limité, l'utilisait pour imposer une hiérarchie fondée sur ses propres préjugés. Ces comportements, elle le savait, étaient des failles humaines qui pouvaient compromettre la sécurité aérienne, des fissures dans un système qu'elle était chargée d'inspecter. Lorsque l'annonce pour l'embarquement prioritaire retentit, nous invitons nos passagers de première classe à s'avancer, veuillez préparer votre carte d'embarquement et une pièce d'identité. Camille rejoignit la file, son téléphone affichant son billet numérique, son passeport français en main. Elle s'approcha du comptoir, posa son téléphone sur le scanner et tendit son passeport. Sophie jeta un coup d'œil au billet, puis à Camille, ses yeux froids parcourant le sweatshirt, les baskets, puis remontant jusqu'à son visage. Le sourire qu'elle avait offert à la famille précédente s'était évaporé, remplacé par un regard provocateur. « Un passeport pour un vol intérieur ?» demanda-t-elle, son ton chargé de suspicion. « C'est ma principale pièce d'identité, elle est valide », répondit Camille, sa voix calme mais ferme. Elle avait utilisé ce passeport toute la semaine sans problème, c'était une pratique courante. Sophie saisit le livret bleu foncé, le feuilletant avec un air dédaigneux. Elle le tint à la lumière, l'inclina, plissa les yeux sur la photo. « Cette photo ne vous ressemble pas beaucoup, » dit-elle, un sourire narquois aux lèvres. « Vous semblez plus jeune ici. Plus, heureuse. » Elle tapota un ongle manucuré sur la page des données.
Camille Ndiaye, docteur en quoi? Littérature? Philosophie? Les micro-agressions s'accumulaient, chaque mot comme une petite coupure de papier. Camille, habituée à ce genre de remarques dans sa vie comme dans son travail, reconnut le schéma. La remise en question de ses qualifications, l'insinuation de malhonnêteté, le défi à sa simple présence dans un espace où Sophie estimait qu'elle n'avait pas sa place. Mon doctorat est en ingénierie aéronautique, déclara Camille, sa voix perdant sa légèreté pour adopter une clarté professionnelle. Y a-t-il un problème avec le document, ou puis-je embarquer? La directivité de la question sembla piquer Sophie. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Le problème, c'est que ce document ne semble pas légitime, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure conspirateur, assez fort pour que les passagers derrière Camille l'entendent. Première classe, un passeport tout neuf, ça ne colle pas. Le passeport n'était pas neuf. Il était impeccable par respect, soigneusement rangé dans une pochette protectrice. Camille sentit la colère monter, mais elle la contint. « Je vous assure qu'il est légitime, dit-elle, sa patience s'amenuisant. Il en a été délivré par le ministère des Affaires étrangères. Vérifiez-le avec votre système. » Sophie se pencha en avant, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Ou peut-être l'avez-vous acheté? Les gens comme vous peuvent être très ingénieux. » L'insulte, désormais explicite, figea l'air. Une attaque raciste, proférée sous les néons d'un aéroport public, sous le couvert d'une autorité d'entreprise. Camille, épuisée par sa semaine de mission, sentit son calme s'effriter, mais elle se rappela les protocoles qu'elle avait elle-même rédigés pour gérer le personnel non coopératif. « Madame » dit-elle, sa voix dure comme l'acier, « vous portez des accusations graves et infondées. Scannez le document, vérifiez-le, ou appelez votre superviseur. Mais vous n'allez pas rester là à me calomnier. » Sophie sembla savourer la confrontation. Elle brandit le passeport entre son pouce et son index, comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. « Oh, je vais faire mieux que ça. » siffla-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur vindicative. D'un mouvement brusque, elle déchira le passeport en deux. Le bruit, un déchirement doux mais choquant, aspira tout l'oxygène de la zone d'embarquement. Les deux moitiés du livret, avec la photo impeccable de Camille et l'aigle du sceau national sectionné, tombèrent sur le comptoir. Un silence absolu s'installa. Les passagers, figés, observaient la scène. Julien, un étudiant de 22 ans dans la file économique, sortit son téléphone et lança un live stream sur les réseaux sociaux, l'objectif captant chaque seconde de l'incident. Marie, une continue d'Air Horizon aux cheveux châtains attachés en chignon, détourna les yeux, rongée par la culpabilité de rester immobile. Sophie, droite, poitrine gonflée, affichait un air triomphant, comme si elle venait de démasquer une criminelle. Elle pensait avoir remporté une bataille contre une personne qu'elle jugeait indigne. Elle ne pouvait pas avoir plus tort. Camille baissa les yeux sur les morceaux de son passeport, symbole de sa citoyenneté, de son identité, désormais en ruine. À cet instant, la voyageuse fatiguée en jogging disparut. À sa place émergea Camille Ndiaye, inspectrice fédérale, architecte de l'opération « Ciel sûr ». La fatigue s'évanouit, remplacée par une concentration froide et cristalline. Elle releva lentement les yeux, rencontrant le regard triomphant de Sophie. « Vous venez de détruire un document fédéral français, » dit-elle, sa voix calme mais portant une clarté anormale dans le silence. Bouh. Article 441-4 du Code pénal. Destruction ou altération d'un passeport. Cela entraîne une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Le sourire de Sophie vacilla, une lueur d'incertitude traversant son visage. C'était un faux. Bégaya-t-elle, son assurance sonnant soudain creux. Vous ne l'étiez pas. Coupa Camille, sa voix teintée d'une autorité implacable. Vous avez été formé à utiliser le scanner et la lumière UV pour vérifier un document. Si vous avez des doutes, vous appelez un superviseur ou la sécurité. À aucun moment la procédure n'autorise une employée à détruire un passeport. Pourquoi n'avez-vous pas suivi la procédure ?
la question, posée sans colère, était une lame précise. Julien, son livestream grimpant à des milliers de vues, fit un pas plus près, captant chaque mot. Marie, la continue, murmura à une collègue, elle a fait une grosse erreur. Mais n'osa pas intervenir. Sophie, acculée, tenta de se justifier. J'ai utilisé mon jugement. La sécurité de ce vol est ma responsabilité. Camille s'éloigna du comptoir, créant un espace de commandement. Elle plongea la main dans son sac, ses mouvements lents et précis. Sophie tressaillit, comme si elle s'attendait à une arme. Au lieu de cela, Camille sortit son téléphone et tapa un contact dans ses favoris. Directeur Moreau, ici Ndiaye, dit-elle, sa voix adressée à Sophie mais destinée à tous. Code noir, opération ciel sûr. Comptoir C28, Marseille-Provence. Violation active de la sécurité et destruction volontaire de propriété fédérale par une agente d'Air Horizon. J'ai besoin de la DGAC et de la police judiciaire sur place immédiatement. Mettez-moi en relation avec le service juridique d'Air Horizon. Le nom de l'opération Ciel sûr et la mention de la police judiciaire envoyèrent une onde de choc parmi les spectateurs. Les hommes d'affaires échangèrent des regards incrédules. La famille avec les enfants se tut, les petits fixant la scène. Sophie, blême, murmura. Hanté. Vous n'êtes sans n'êtes personne. Camille termina son appel et la fixa, son masque de voyageuse fatiguée consumé par l'autorité de son rôle. Je m'appelle Camille Ndiaye, inspectrice principale de terrain pour le Bureau de la Sécurité nationale de la DGAC. L'opération que je dirige depuis 12 jours est un audit national de la conformité d'Air Horizon aux mandats fédéraux. Vos actions, votre profilage, votre mépris des protocoles, votre destruction criminelle de mon document, ne sont pas seulement une insulte. Elles sont une preuve spectaculaire des failles que nous traquons. Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Alors, Sophie, pourquoi n'avez-vous pas suivi la procédure? Était-ce un manque de formation? Ou autre chose? Sophie, sans voix, sentit le sol se dérober. À ce moment, Antoine Dubois, le superviseur de la station, un homme au costume légèrement trop étroit, surgit. Qu'est-ce qui se passe ici? Aboya-t-il, son badge indiquant son nom. Sophie, qu'as-tu fait? Nous avons un vol à embarquer. Sophie, paniquée, désigna les morceaux du passeport. Elle essayait d'embarquer avec un faux. C'était évident. Antoine regarda les débris, puis Camille, dont le calme glacial contrastait avec l'agitation ambiante. Il tenta de lisser les choses. Madame, je suis sûr que nous pouvons régler cela. S'il y a un problème avec votre pièce d'identité. Votre temps pour régler cela est écoulé, monsieur Dubois. Coupa Camille, ses yeux glissant sur son badge. Votre employé a commis un délit. Ce vol est se clouer au sol. Ce comptoir est une scène d'investigation fédérale. Comme sur commande, 2 officiers de la police aéroportuaire apparurent, suivis de 2 agents et en civil, leurs démarches assurées trahissant leur autorité fédérale. Julien, son téléphone toujours en marche, captait la scène, les commentaires affluant sur son livestream. Marie, la continue, recula, murmurant à sa collègue. C'est fini pour elle. Sophie, face aux officiers, comprit enfin l'ampleur de son geste. L'arrogance s'effaça, remplacée par une peur brute. Ce qui avait commencé comme un acte de pouvoir mesquin s'était transformé en un désastre. Camille, au centre de la tempête, savait que ce n'était que le début. Le comptoir C28, jadis un simple point de passage dans le tumulte de l'aéroport Marseille-Provence, s'était métamorphosé en une scène de crime fédéral. Les néons continuaient de clignoter, indifférents, mais l'atmosphère vibrait d'une tension nouvelle, un mélange de chuchotements nerveux et de crépitements de radios de police. Camille Ndiaye, inspectrice principale de la DGAC, se tenait au centre de ce chaos organisé,
son calme glacial contrastant avec l'agitation qui l'entourait. Sophie Lambert, l'agente d'embarquement responsable de la destruction de son passeport, avait été escortée dans une salle d'interrogatoire, ses poignets tremblants et son assurance réduite en cendres. Ce qui avait commencé comme un acte de préjugé mesquin s'était transformé en un ouragan bureaucratique, prêt à engloutir Air Horizon et à révéler les failles béantes d'une culture d'entreprise toxique. Camille, désormais pleinement dans son rôle d'enquêtrice fédérale, coordonnait les premières étapes de l'investigation avec une précision chirurgicale. Elle s'adressa à l'agent Leclerc, un homme grand au visage impassible, dont le calme trahissait des années d'expérience dans les situations de crise. Préservez les morceaux du passeport dans un sac de preuves, ordonna-t-elle, sa voix ferme mais dénuée de colère. Récupérez immédiatement les vidéos de sécurité sous tous les angles. Je veux aussi les registres des employés de ce comptoir pour les dernières 48 heures, et le protocole officiel d'Air Horizon pour la vérification des pièces d'identité. Leclerc hocha la tête, enfilant des gants en nitrile avant de ramasser les deux moitiés du passeport avec une pince, comme s'il manipulait une relique. Cet acte procédural, simple mais solennel, sembla sceller le destin de Sophie plus que toute autre chose. Ce n'était plus une dispute, c'était une affaire fédérale. À quelques mètres, Antoine Dubois, le superviseur de la station, tentait de reprendre le contrôle. Son costume froissé et son badge mal ajusté trahissaient son désarroi. C'est un malentendu, plaida-t-il, s'adressant à Camille et aux agents fédéraux. Sophie faisait son travail. Nous pouvons régler ça et faire décoller cet avion. Camille le fixa, ses yeux perçants comme des lames. Monsieur Dubois, votre employé a commis un délit fédéral. Ce vol est cloué au sol jusqu'à nouvel ordre. Votre comptoir est une scène d'investigation. Si vous voulez éviter d'aggraver la situation, reculez et laissez-nous travailler. Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais le regard d'acier de Camille le réduisit au silence. Il recula, son autorité de manager intermédiaire pulvérisée par la réalité du pouvoir fédéral. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire stérile, Sophie faisait face à l'agent Aïcha Jang, une enquêtrice aux yeux intelligents, et à la voix posée mais implacable. La pièce, beige et sans fenêtre, sentait le désinfectant institutionnel. Sophie, assise sur une chaise en plastique dur, triturait nerveusement ses doigts. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par une peur qui lui nouait la gorge. Aïcha ouvrit un dossier contenant une seule feuille, la photo d'employé de Sophie agrafée en haut. Nom complet pour le dossier, demanda-t-elle, son stylo cliquant rythmiquement. Sophie Lambert, murmura Sophie, sa voix à peine audible. Et vous êtes agente d'embarquement principale depuis 6 ans, correct? Sophie acquiesça faiblement. Aïcha poursuivit. En 20 ans chez Air Horizon, combien de fois avez-vous suivi une formation sur le protocole de vérification des pièces d'identité? Sophie déglutit. Chaque année. Des rappels. Et que dit ce protocole si vous suspectez une pièce d'identité frauduleuse? La gorge de Sophie était sèche comme du papier. On utilise le scanner, la lumière UV. Et si des doutes persistent, on appelle un superviseur ou la sécurité. Aïcha haussa un sourcil. Avez-vous utilisé le scanner sur le passeport de Camille Ndiaye? Sophie baissa les yeux. Non. Pourquoi? Pressa Aïcha, sa voix coupante comme une lame. Parce que j'avais un pressentiment. Sa tenue, son attitude. Tout semblait faux. J'étais proactive pour la sécurité. Aïcha nota quelque chose, son visage impassible. Moi comme. Donc, vous avez remplacé un protocole mandaté par le gouvernement par un pressentiment. Un pressentiment basé sur quoi? Son sweatshirt universitaire? Sa couleur de peau? Sophie pâlit, cherchant une réponse qui ne venait pas. Ce n'était pas ça. Elle était arrogante, elle défiait mon autorité.
Aïcha inclina la tête. Votre compréhension, c'est qu'un passager vous demandant de faire votre travail constitue un défi à votre autorité? Les mots, exposés si clairement, étaient dévastateurs. Sophie sentit une vague de nausée. Je veux un avocat, murmura-t-elle. Aïcha referma son dossier. Une sage décision. Vous serez officiellement traité par la police aéroportuaire. Le parquet vous contactera. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'incident prenait une ampleur inattendue. Julien, l'étudiant qui avait filmé la scène, voyait son live stream exploser sur les réseaux sociaux. Les hashtags #scandale Air Horizon et cas passeport déchiré grimpaient en tendance, les vues atteignant des dizaines de milliers en quelques minutes. Les commentaires affluaient, c'est honteux, cette femme doit être licenciée. Julien, un jeune homme de 22 ans aux lunettes rondes et à la timidité naturelle, n'avait pas prévu de devenir le catalyseur d'une tempête médiatique. Il avait agi par instinct, indigné par l'injustice qu'il avait vue. Mais alors que son téléphone vibrait sous les notifications, il réalisa l'impact de son geste. Parmi les spectateurs, Marie, la continue d'Air Horizon, se tenait à l'écart, rongée par la culpabilité. Elle avait vu Sophie humilier des passagers auparavant, des remarques acerbes, des refus injustifiés, mais elle avait toujours détourné les yeux, craignant de perdre sa place dans une industrie compétitive. Aujourd'hui, son silence lui pesait comme une pierre. Elle murmura à une collègue, « J'aurais dû dire quelque chose. » Mais sa collègue, préoccupée par le retard du vol, haussa les épaules. L'enquête, sous la direction de Camille, s'étendait rapidement. Dans un bureau réquisitionné d'Air Horizon, elle analysait les premiers éléments de preuve avec Leclerc et Zhang. Les vidéos de sécurité, récupérées en urgence, montraient l'incident sous plusieurs angles. Le sourire narquois de Sophie, le déchirement du passeport, le calme stoïque de Camille. Mais un autre élément attira l'attention de Camille, un email interne, extrait des serveurs d'Air Horizon par un analyste informatique dépêché par la DGAC. Envoyé par Antoine Dubois à Sophie, il disait « Ignore les plaintes mineures, Sophie. On doit garder les vols à l'heure. Si quelqu'un fait du bruit, je m'en occupe. » Camille sentit une colère froide monter en elle. Ce n'était pas seulement Sophie. C'était une culture d'entreprise qui tolérait, voire encourageait, ce genre de comportement. Une passagère, Aïcha Benali, contacta la DGAC après avoir vu le livestream de Julien. Dans un courriel émouvant, elle raconta comment, un an plus tôt, Sophie l'avait humiliée en lui refusant un siège adapté pour ses 2 enfants, sous prétexte qu'elle n'avait pas l'air d'une mère de première classe. Aïcha, une femme d'origine sénégalaise, avait ravalé sa colère à l'époque, mais le courage de Camille l'inspirait à parler. Son témoignage, ajouté aux plaintes archivées qu'Antoine avait systématiquement enterrées, peignait un tableau accablant. Camille leur donna une fouille approfondie des dossiers d'Air Horizon. Ce qu'ils trouvèrent dépassa ses pires soupçons. Les registres de maintenance révélaient des anomalies troublantes. Des inspections signées par des mécaniciens absents, des pièces prolongées au-delà des limites légales. Un cas particulièrement grave concernait un vol vers Lisbonne, 4 mois plus tôt, qui avait dû atterrir en urgence à Bordeaux à cause d'un capteur de pression défaillant. Le rapport officiel, signé par Antoine, parlait d'une « défaillance imprévisible ». Mais l'audit de la DGAC révéla la vérité, le capteur était à sa 2e extension de vie, une violation flagrante des normes fédérales. Camille, assise devant un écran affichant ces données, murmura « Ce n'est pas une erreur isolée. C'est un système. » Julien, pendant ce temps, fut approché par Lynn, une jeune journaliste freelance et au regard déterminé. « Votre vidéo change la donne ?» dit-elle, son carnet à la main. « Puis-je avoir votre témoignage pour un article ?» Julien, nerveux mais galvanisé par l'ampleur de l'événement, accepta. « Je veux juste que justice soit faite, dit-il. » Lynn hocha la tête, consciente que cette histoire allait bien au-delà d'un passeport déchiré. Sophie, dans la salle d'interrogatoire, s'effondra sous le poids de la réalité. Escortée par l'agent Leclerc, elle passa devant le comptoir C28, où les passagers, désormais dispersés, chuchotaient encore sur l'incident.
Le live-stream de Julien, diffusé sur les écrans d'information de l'aéroport, montrait son visage blême, ses yeux rougis. Elle avait cru protéger son vol, elle avait détruit sa carrière. Antoine, dans une autre pièce, faisait face à ses propres interrogations. Confronté aux emails incriminants, il bégaya. « Je faisais mon travail. Les plaintes, c'est courant dans ce métier. » Mais l'agent Zhang, implacable, répondit. « Votre travail était de protéger les passagers, pas de couvrir les dérives de vos employés. » Camille, au centre de commandement improvisé, savait que l'incident du passeport n'était que la pointe de l'iceberg. Sophie n'était pas une anomalie, elle était le symptôme d'une maladie plus profonde. Et Camille, avec la rigueur d'une enquêtrice et la détermination d'une femme qui avait trop souvent affronté les préjugés, était prête à extirper cette maladie à la racine. Le bourdonnement de l'aéroport, désormais teinté de l'urgence des radios de police, semblait chanter une seule vérité, la tempête ne faisait que commencer. Le silence qui enveloppait le salon des pilotes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était si lourd qu'il semblait étouffer l'air lui-même. Les regards, autrefois pleins de suspicion envers Antoine Bisset, se tournaient désormais vers la capitaine Thérèse Laurent, dont le visage, blême et figé, trahissait une défaite qu'elle n'avait jamais anticipée. Victor Bisset, administrateur respecté de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, se tenait au centre de la pièce, son autorité naturelle imposant un calme presque solennel. « Capitaine Laurent, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une fermeté inébranlable, vos actions aujourd'hui ne sont pas seulement une insulte envers mon fils, Antoine, mais une atteinte grave à l'éthique et aux valeurs de l'industrie aéronautique. Je suspends immédiatement vos fonctions, en attendant une enquête complète menée par la DGAC Air France. » Chaque mot, prononcé avec une précision d'acier, semblait clouer Thérèse sur place. Elle ouvrit la bouche, cherchant à répondre, mais aucun son ne sortit. Ses épaules, autrefois droites et fières, s'affaissèrent sous le poids doux de la honte. Les deux agents de sécurité, Pierre et Jacques, échangèrent un regard, puis s'avancèrent vers elle. « Capitaine Laurent, veuillez nous suivre, » dit Pierre, son ton professionnel mais dénué de chaleur. Thérèse, les yeux baissés, marcha entre eux, ses pas lents et hésitants, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. La foule, composée de pilotes et de membres du personnel, observa son départ en silence, certains avec une déception évidente, d'autres avec une gêne palpable. Ce n'était pas seulement la chute d'une pilote respectée, mais un rappel brutal que l'arrogance et les préjugés pouvaient détruire en un instant une carrière bâtie sur des décennies. Antoine, debout aux côtés de son père, sentit enfin la tension dans sa poitrine se relâcher. Son cœur, qui battait à tout rompre quelques minutes plus tôt, retrouvait un rythme plus calme. Il regarda Victor, dont les yeux sévères s'adoucirent en croisant les siens. « Antoine, » murmura son père, posant une main rassurante sur son épaule, « je suis tellement fier de toi. Tu as tenu bon face à une injustice cruelle, et tu as gardé ta dignité. » Ces mots, simples mais chargés d'amour, firent monter des larmes aux yeux d'Antoine. Il hocha la tête, incapable de parler, submergé par un mélange de soulagement et de gratitude. À cet instant, une silhouette s'avança parmi la foule encore silencieuse. C'était la capitaine Aïssata Ndiaye, une pilote d'origine sénégalaise, connue non seulement pour ses compétences exceptionnelles aux commandes d'un Airbus A350, mais aussi pour son engagement en faveur de l'égalité dans l'industrie aéronautique. Son uniforme impeccablement repassé et son sourire chaleureux contrastaient avec l'atmosphère lourde qui régnait encore. « Antoine, » dit-elle, sa voix douce mais assurée, « je suis Aïssata Ndiaye. Ce que tu viens de vivre est inacceptable, mais je veux que tu saches une chose. Le ciel est vaste, et il y a une place pour toi là-haut. Veux-tu venir voir le cockpit de l'avion que je pilote aujourd'hui ?» Les yeux d'Antoine s'illuminèrent, une étincelle d'excitation perçant la douleur des dernières heures. Il jeta un regard à son père, qui lui adressa un léger hochement de tête approbateur. « Vas-y, mon fils, » dit Victor avec un sourire. « C'est ton moment. » Alors qu'Antoine suivait Aïssata vers la porte du salon, Claire Dubois, la réceptionniste, s'approcha timidement.
Murmura-t-elle, ses joueuses rosies par la gêne. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. J'ai vu mademoiselle Martin t'accompagner, mais j'ai eu peur. Antoine, malgré la douleur qu'il ressentait encore, lui offrit un sourire compréhensif. Ce n'est pas grave, Claire. Je sais que ce n'était pas facile. Merci d'avoir voulu aider. Claire, visiblement soulagée, hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. À quelques pas, Marc Lefebvre, le jeune copilote, s'avança à son tour. Antoine, dit-il, la voix tremblante, j'aurais dû dire quelque chose. Ce que Thérèse a fait, c'était injuste. Je te promets que je ferai mieux à l'avenir. Antoine, touché par leur sincérité, sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Ses excuses, bien que tardives, étaient un premier pas vers la réparation de ce qui avait été brisé. Il les remercia d'un signe de tête, puis suivit Aïssata dans le couloir menant au terminal. Le long du trajet vers l'avion, Aïssata partagea avec Antoine des bribes de son propre parcours. J'ai grandi à Dakar, raconta-t-elle, ses yeux pétillants d'une nostalgie douce. Quand j'étais petite, je regardais les avions passer au-dessus de notre maison, et je me disais qu'un jour, je serais aux commandes. Mais ce n'était pas facile. J'ai dû affronter des doutes, des remarques, parfois des regards qui disaient que je n'avais pas ma place. Antoine l'écoutait, captivé, trouvant dans ses mots un écho de ses propres luttes. Comment avez-vous fait pour continuer ? Demanda-t-il. Aïssata sourit. En prouvant, jour après jour, que j'étais plus forte que leurs préjugés. Et en trouvant des alliés, des gens qui croyaient en moi. Aujourd'hui, Antoine, je veux être cet allié pour toi. Ces mots touchèrent Antoine au plus profond de son cœur. Il réalisa que cette épreuve, aussi douloureuse fut-elle, lui avait non seulement révélé la cruauté des préjugés, mais aussi la force de la solidarité. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'Airbus A350, garé sur le tarmac sous un ciel parisien éclatant, Aïssata ouvrit la porte du cockpit. L'intérieur, avec ses panneaux de contrôle illuminés, ses écrans tactiles et ses rangées de boutons, semblait tout droit sorti d'un rêve. Antoine sentit son pouce accélérer, une vague d'excitation mêlée d'émotion le submergeant. C'est ici que tout commence, Antoine, dit Aïssata, posant une main sur son épaule. Le cockpit, c'est plus qu'un lieu de travail. C'est un espace où les rêves prennent vie, où chaque décision compte. Je crois que tu seras ici un jour, et je veux que tu te souviennes de ce moment. Antoine, les yeux brillants, hocha la tête. Merci, capitaine Nandiaye, murmura-t-il. Je n'oublierai jamais. À cet instant, il comprit que cette expérience, bien qu'issue d'une injustice, avait renforcé sa détermination. Le ciel, qu'il avait toujours contemplé avec admiration, n'était plus seulement un rêve lointain, il était à portée de main. Pendant ce temps, Victor Bisset, de retour dans le salon des pilotes, s'adressait aux responsables d'Air France et de la DGAC et qui l'avaient accompagné. Cet incident ne doit pas être un simple épisode isolé, déclara-t-il, sa voix empreinte d'une autorité calme mais résolue. Il révèle un problème systémique dans notre industrie. Les préjugés, qu'ils soient conscients ou non, n'ont pas leur place dans l'aviation. Je veux que la DGAC et Air France collaborent pour réviser toutes les procédures de formation et de sécurité, avec un accent particulier sur la sensibilisation à la diversité et à l'équité. Les officiels hochèrent la tête, conscients de l'importance de ces paroles. Victor poursuivit. Je propose également la création d'un programme national pour encourager les jeunes, quelles que soient leurs origines, à poursuivre leurs rêves dans l'aviation. Nous devons ouvrir les portes, pas les fermer. Cette initiative, ambitieuse mais nécessaire, fut accueillie avec un assentiment unanime. Les responsables d'Air France promirent de travailler main dans la main avec la DGAC pour mettre en œuvre ces changements, et Victor, en son fort intérieur, savait que ce combat était aussi personnel que professionnel. Il voulait un avenir où aucun enfant, comme son fils, n'aurait à subir l'humiliation qu'Antoine avait endurée. Quelques semaines plus tard, Antoine se retrouva sur une estrade,
face à une salle comble lors d'un atelier organisé par la DGAC à l'École nationale de l'aviation civile, ENAC, à Toulouse. Des dizaines de jeunes, venus de toute la France, l'écoutaient avec attention. Il raconta son histoire, non pas avec amertume, mais avec une force tranquille qui captivait l'auditoire. Ce jour-là, à l'aéroport, j'ai cru que mon rêve de devenir pilote s'effondrait, commença-t-il, sa voix claire et assurée. On m'a accusé à tort, jugé à cause de ma peau, de mon âge, de mon apparence. Mais grâce à mon père, à la capitaine Enodiaye, et à ceux qui ont cru en moi, j'ai compris que les préjugés ne définissaient pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est notre courage, notre travail, et notre foi en nos rêves. La salle éclata en applaudissements, certains jeunes essuyant discrètement des larmes. Antoine, en les regardant, ressentit une responsabilité nouvelle. Il n'était plus seulement un adolescent avec un rêve, mais un symbole d'espoir pour ceux qui doutaient de leur place dans un monde souvent injuste. L'initiative de Victor prit forme rapidement. La DGAC lança le programme « Elle pour tous », offrant des bourses, des formations et des opportunités de mentorat à des jeunes issus de milieux divers. Antoine devint l'un des premiers ambassadeurs de ce programme, voyageant à travers la France pour partager son histoire dans des écoles, des lycées et des forums aéronautiques. À chaque discours, il terminait par une phrase qui résonnait dans les cœurs. « Le ciel n'appartient à personne, mais il est ouvert à tous ceux qui osent voler, qui essayent de voler. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas votre place. » Ces mots, simples mais puissants, inspiraient des centaines de jeunes à poursuivre leurs ambitions, qu'il s'agisse de devenir pilote, ingénieur ou contrôleur aérien. Antoine, autrefois victime d'une injustice, était devenu une voix pour le changement, prouvant que même les épreuves les plus douloureuses pouvaient mener à des transformations profondes. Quant à Thérèse Laurent, l'enquête de la DGAC et d'Air France révéla un historique troublant de comportements discriminatoires. Au cours des 5 dernières années, plusieurs plaintes avaient été déposées contre elle, allant de remarques déplacées à des accusations infondées envers des collègues et des passagers de couleur. Ces révélations, rendues publiques, marquèrent la fin de sa carrière chez Air France. Thérèse, autrefois une figure d'autorité, devint un exemple de ce que l'industrie ne pouvait plus tolérer. Sa chute, bien que douloureuse, envoya un message clair. Personne, quel que soit son rang, n'était au-dessus des principes d'équité et de justice. Les aéroports français, sous l'impulsion de la DGAC, mirent en place des formations obligatoires sur la diversité et la lutte contre les préjugés, assurant que de tels incidents ne se reproduiraient plus. Pour Antoine, chaque pas en avant était désormais une célébration de sa résilience. Lors d'un vol d'entraînement organisé par Air France, il eut l'occasion de s'asseoir dans le simulateur de vol, sous la supervision d'Aïssata Ndiaye. Les commandes, les écrans, le bourdonnement des moteurs simulés, tout cela lui semblait familier, comme s'il était destiné à être là. Aïssata, observant son naissance, lui sourit. « Tu as l'étoffe d'un grand pilote, Antoine, dit-elle. Continue à travailler dur, et un jour, je veux te voir aux commandes d'un vrai avion. » Antoine, le cœur gonflé de fierté, hocha la tête. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt. L'injustice qu'il avait subie n'était plus un fardeau, mais une force, un rappel qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Alors qu'il quittait le simulateur, Antoine jeta un regard par la fenêtre, vers le ciel bleu qui s'étendait à l'infini. Il pensa à son père, à Aïssata, à Claire et Marc, qui avaient finalement trouvé le courage de s'excuser, et même à Élise Dubois, la passagère VIP dont l'intervention avait marqué un tournant. Chacun d'eux, à sa manière, avait contribué à restaurer sa foi en la justice et en la solidarité. L'histoire d'Antoine, née dans la douleur, était devenue une source d'inspiration, non seulement pour lui, mais pour une génération entière. Dans ce ciel vaste et exigeant, il savait qu'il avait sa place, et il était déterminé à y laisser sa marque. Car, comme son père le lui avait toujours dit, la vérité finit toujours par triompher, et les rêves, quand on les protège avec courage, finissent toujours par prendre leur envol. L'histoire de Camille Ndiaye, marquée par l'incident du passeport déchiré au comptoir C28, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est une leçon puissante sur la responsabilité, le courage et la nécessité de confronter les préjugés dans notre quotidien. En tant que Française,
cette histoire résonne profondément avec les valeurs de justice, d'égalité et de dignité qui forment le socle de notre société, tout en exposant les failles humaines qui menacent ces idéaux. À travers l'expérience de Camille, nous sommes invités à réfléchir à nos propres actions, à nos silences complices et à notre rôle dans la construction d'un monde plus équitable. Voici mes réflexions et les leçons que nous pouvons en tirer pour les appliquer dans nos vies, suivies d'un appel à l'action inspiré par ce récit captivant. Tout d'abord, l'histoire de Camille met en lumière la force du courage face à l'injustice. Lorsqu'elle est confrontée à l'arrogance et au racisme de Sophie Lambert, Camille ne cède ni à la colère ni à la résignation. Elle reste calme, professionnelle, et utilise son autorité pour transformer une attaque personnelle en une opportunité de réforme systémique. Cette retenue, ancrée dans une confiance en ses compétences et son rôle, est une leçon pour chacun d'entre nous. Dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos interactions sociales, nous rencontrons tous des moments où nos valeurs sont mises à l'épreuve. Le courage de Camille nous enseigne qu'il ne s'agit pas de répondre par la violence ou l'émotion brute, mais par une action réfléchie et déterminée. En France, où l'on valorise le débat raisonné et la défense des principes républicains, cette approche est essentielle. Quand nous faisons face à une injustice, même petite, un commentaire déplacé, une discrimination subtile, nous devons trouver la force de nous exprimer, non pas pour nous venger, mais pour rétablir l'équité. Ensuite, cette histoire souligne l'importance de la vigilance face aux préjugés. Sophie Lambert, avec son pressentiment basé sur l'apparence de Camille, incarne une réalité douloureuse. Les stéréotypes peuvent s'infiltrer dans les interactions les plus banales, souvent sous le couvert de l'autorité ou de la routine. En France, où la diversité est une richesse célébrée dans les discours officiels, il est crucial de reconnaître que le sectarisme persiste dans les détails du quotidien. Que ce soit dans un aéroport, un bureau ou une salle de classe, nos jugements hâtifs peuvent avoir des conséquences graves, non seulement pour les individus visés, mais pour la cohésion de notre société. La leçon ici est claire. Nous devons cultiver une conscience aiguë de nos biais. Cela passe par l'écoute active, la remise en question de nos premières impressions et un effort constant pour traiter chaque personne avec respect, indépendamment de son apparence, de son accent ou de son statut. Comme Camille l'a démontré, un simple acte de discrimination peut révéler des failles systémiques. En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de ne pas fermer les yeux sur ces failles, mais de les confronter. Un autre enseignement majeur est le pouvoir de l'action collective et individuelle. Julien, l'étudiant qui a filmé l'incident, n'était qu'un témoin ordinaire, mais son geste spontané, diffuser la scène en direct, a amplifié l'impact de l'événement, transformant une injustice isolée en un scandale national. De même, Lynn, la journaliste, a utilisé sa plume pour donner une voix à cette histoire, tandis qu'Aïcha Ben Ali a trouvé le courage de partager son propre témoignage. Ces actions, petites en apparence, rappellent une valeur chère à la culture française, la solidarité. Dans notre société, où l'engagement citoyen est célébré, que ce soit à travers les manifestations, les pétitions ou le journalisme, chacun de nous a un rôle à jouer. Nous ne sommes pas tous des inspecteurs de la DGAC, mais nous pouvons tous, à notre échelle, agir pour dénoncer l'injustice. Que ce soit en signalant un comportement inapproprié, en soutenant une victime ou en partageant une histoire qui mérite d'être entendue, nos choix individuels contribuent à un changement collectif. Enfin, l'histoire de Camille nous rappelle que le silence est un complice. Marie, la continue qui a assisté à l'incident sans intervenir, incarne cette vérité inconfortable. Son inaction, motivée par la peur de perdre sa place, reflète une tentation universelle, détourner le regard pour éviter les ennuis. Pourtant, son sentiment de culpabilité ultérieure montre que le silence a un coût, non seulement pour les victimes, mais pour notre propre intégrité. En France, où l'on valorise la liberté d'expression et la responsabilité individuelle, cette leçon est cruciale. Nous devons apprendre à surmonter notre peur de l'inconfort pour défendre ce qui est juste. Cela peut signifier confronter un collègue, signaler une irrégularité ou simplement poser une question lorsque quelque chose semble incorrect. Comme Camille l'a dit au capitaine Pierre, la confiance n'est pas un contrôle. Nous ne pouvons pas nous contenter d'espérer que les choses s'améliorent, nous devons agir pour qu'elles changent. En appliquant ces leçons à nos vies, nous pouvons construire un quotidien plus juste. Cela commence par de petits gestes. Écouter sans juger,
questionner nos réflexes, soutenir Pindandui chaque personne avec respect. Camille et Ndiaye nous montrent que l'intégrité et la responsabilité ne sont pas des idéaux abstraits, mais des choix concrets. En refusant l'invisibilité, elle a changé non seulement son destin, mais celui d'une industrie entière. À nous de suivre son exemple, en faisant entendre nos voix et en agissant pour un monde plus équitable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur vos propres actions et leur impact, alors partagez-la avec vos amis. Likez, commentez et partagez cette vidéo pour amplifier son message. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires, car ensemble, nous pouvons faire la différence en dénonçant l'injustice et en promouvant un monde plus juste. Votre engagement compte.